Eh bien, bonjour à toutes. Ah oui, il n'y a que des dames. Bonjour à toutes alors. Je suis le docteur Philippe, je suis rhumatologue donc à l'hôpital Roger Salengro et je m'occupe essentiellement des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je m'occupe donc de l'hôpital de jour, des biothérapies. J'avais envie aujourd'hui de vous parler des spondylarthrites parce que je pense que ça fait un moment qu'on n'avait pas abordé le sujet. Et ça me paraissait intéressant parce que, bon, d'une part, la Société française de rhumatologie a émis donc fin de l'année dernière de nouvelles recommandations pour la prise en charge de ces traitements, de ces rhumatismes, ce d'autant que justement leurs traitements se sont beaucoup étoffés ces dernières années. Pendant assez longtemps, on a eu à notre disposition uniquement les anti-TNF-alpha, dont vous avez déjà dû entendre parler ce matin. Je pense que c'est la classe thérapeutique que vous devez la mieux connaître. Et depuis maintenant quelques années, on a à notre disposition de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces spondylarthrites. Et vous voyez que j'ai mis donc spondylarthrite incluant le rhumatisme psoriasique, parce qu'effectivement, les spondylarthrites, c'est une famille très hétérogène de rhumatismes inflammatoires. On retrouve, comme vous pouvez le voir, donc la spondylarthrite, on va dire qu'on voit dans les livres, qu'on a tous vu en photo, la spondylarthrite ankylosante, donc la forme la plus, on va dire, la plus grave, heureusement qui n'est pas la plus fréquente, où le patient s'ankylose progressivement avec une atteinte de la colonne vertébrale et du bassin. Mais vous avez aussi des spondylarthrites qui sont maintenant qualifiées de forme non radiographique, donc des spondylarthrites qui n'ont pas d'ankylose. Les radios sont normales. Le diagnostic souvent est fait sur la clinique et sur les apports de l'imagerie et en particulier de l'IRM du bassin, sur laquelle vous allez retrouver des signes inflammatoires précoces sur les sacroiliacs. Dans cette grande famille, vous retrouvez aussi donc le rhumatisme psoriasique, le syndrome SAPHO, qui est peut-être la forme adulte d'un autre rhumatisme inflammatoire qui est plutôt pédiatrique, les ostites récurrentes multifocales. Donc, c'est un acronyme qui signifie synovite, acné, pustulose, hyperostose et ostéite, qu'on range également donc dans les spondylarthrites. Et vous avez aussi les arthrites réactionnelles, c'est-à-dire toutes les arthrites qui peuvent survenir après des infections, quelques semaines après une infection digestive ou une infection sexuellement transmissible. Et également les rhumatismes inflammatoires qui sont liés aux maladies chroniques inflammatoires digestives, le Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc la nouveauté, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément une notion récente, mais par rapport à il y a maintenant une vingtaine d'années, on a maintenant des formes non radiographiques et des formes radiographiques, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'on n'avait pas cet accès à l'IRM et ces données. Et ça a permis finalement de faire des diagnostics beaucoup plus précoces que c'était le cas auparavant, où il fallait plusieurs années, voire 8 ans, pour faire parfois un diagnostic de spondylarthrite, tout simplement parce qu'il y a des patients qui ne vont jamais avoir d'anomalie radiographique. Et il n'y a que l'IRM qui nous permet vraiment de trancher dans certains cas. Alors, pourquoi j'ai mis spondylarthrite incluant le rhumatisme psoriasique? Parce que certains experts se sont demandé si le rhumatisme psoriasique, au vu de sa présentation, de son hétérogénéité, est-ce qu'on pouvait vraiment traiter sa prise en charge en même temps, enfin de la même façon que les spondylarthrites axiales? Alors, clairement, c'est vrai qu'il y a des petites subtilités. Par exemple, dans l'atteinte axiale du rhumatisme psoriasique, vous allez avoir surtout des atteintes cervico-dorsales, alors que la spondylarthrite donne des atteintes plutôt dorso-lombaires. Vous allez aussi avoir des lésions plus asymétriques sur le bassin, des sacroilites asymétriques pour le psoriasis et symétriques pour la spondylarthrite. Mais finalement, même s'il y a comme ça des petites différences, tant sur le plan de la présentation que de l'imagerie, finalement, en termes de traitement, on va vraiment recouper les traitements des spondylarthrites en général. Et les experts ont donc convenu qu'on allait traiter ces patients dans le même chapitre et qu'on allait surtout se fier au phénotype du patient. C'est-à-dire que pour choisir le traitement, on va regarder si le patient a surtout une atteinte axiale, donc colonne vertébrale, bassin, ou est-ce qu'il a une atteinte prédominante périphérique, comme on peut le voir assez souvent dans le rhumatisme psoriasique. Et pour cela, on se réfère à de nouveaux critères de classification qui ont été publiés il y a maintenant quand même quelques années. C'était 2009-2011. Ces nouveaux critères de classification, donc il y a
des critères de classification pour les formes axiales et des critères de classification pour les formes périphériques. L'avantage, entre guillemets, de ces critères, c'est qu'ils permettent de faire plus précocement le diagnostic, puisque contrairement aux autres critères plus anciens, vous avez maintenant l'IRM qui est inclus dans le diagnostic, alors qu'avant, on avait essentiellement des critères radiographiques standards. Or, pour avoir une sacroiliite sur une radiographie standard, c'est plutôt compliqué. Parfois, il n'y en a jamais et parfois, il faut attendre plusieurs années pour voir apparaître les anomalies. Alors, voilà par exemple l'IRM du bassin avec l'hypersignal sacroiliaque, des érosions. Donc ça, c'est ce qu'on voit en IRM et c'est ça qui permet, en plus bien sûr de la clinique, du terrain génétique, des antécédents familiaux, de porter le diagnostic de spondylarthrite plus précocement. Après, là, je vous ai mis une radio qui est vraiment typique de sacroïde radiographique. Bon, ça, on n'en voit quand même pas souvent, avec un stade là qui est assez évolué. Il y a donc une ostite, donc une inflammation de l'os du bassin assez étendue. Pour les formes périphériques, donc les critères de classification et qu'on utilise un petit peu comme critères diagnostiques, on va prendre en considération donc, soit que le patient a des arthrites, des anthésites ou des dactylites. Je vous rappelle que l'anthésite, c'est l'inflammation de l'insertion des tendons sur l'os. C'est une petite zone qui fait la transition entre le ligament, le tendon et l'os. Et on rajoute ensuite les critères pour pouvoir classer le patient en spondylarthrite périphérique. Alors, les recommandations, donc, comme je vous l'ai dit, les experts ont considéré qu'on pouvait prendre en charge le rhumatisme psoriasique comme l'ASA axiale, parce qu'ils ont vraiment des points communs et en termes de traitement, ça ne change pas grand-chose, et qu'il fallait prendre en compte la forme clinique prédominante du rhumatisme. C'est-à-dire, est-ce que le patient est axial, périphérique, et bien sûr, prendre en compte aussi toutes les manifestations extra-rhumatismales qu'il pourrait avoir, le psoriasis, les myquies, les uvéites. Il y a des traitements, vous allez voir, qui sont plus efficaces que d'autres sur, par exemple, le psoriasis. Donc, si le patient a un psoriasis très diffus, cela va orienter notre choix thérapeutique. Alors, pour les principes généraux, donc une prise en charge adaptée selon le phénotype, ça je vous l'ai déjà dit, selon les atteintes extra-rhumatologiques. Le but, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie du patient, contrôler les symptômes et l'inflammation et prévenir les dommages structuraux. Le but étant bien sûr de préserver les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des patients. Donc, on considère que la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique sont des maladies chroniques potentiellement graves. Ils nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. On ne regarde plus le patient selon un seul, on va dire, élément. Il faut prendre en charge la globalité et également les comorbidités qu'on peut retrouver associées à certains rhumatismes, comme par exemple le rhumatisme psoriasique qui est souvent associé à un syndrome métabolique avec hypertension, obésité, dyslipidémie, donc avec un risque cardiovasculaire augmenté. Diagnostic et prise en charge la plus précoce possible, d'où l'intérêt d'avoir des outils et de l'imagerie pour faire plus rapidement le diagnostic. Et l'éducation du patient, une donnée importante qui doit faire partie de la prise en charge dès le diagnostic et tout au long de sa maladie. Éducation sur sa maladie et sur l'administration, bien sûr, des traitements. Alors, les recommandations nous demandent également d'utiliser des outils qui sont des scores composites pour bien faire une prise en charge plutôt carrée, c'est-à-dire qu'on va, grâce à ces outils et ces scores composites, savoir déterminer si le patient a une maladie inactive, active ou très active. Là, je vous ai mis l'exemple d'un outil qu'on peut utiliser dans la spondylarthrite axiale, c'est l'ASDAS-CRP, avec, vous voyez, une maladie qui est considérée en rémission si on est en dessous de 1,3. Il y a d'autres scores composites que vous connaissez peut-être, le BASDAI, qu'on utilise aussi dans la spondylarthrite, et le DAPSA, qui est plutôt, lui, utilisé dans le rhumatisme psoriasique. L'objectif, c'est de déterminer si la maladie est active, donc ça peut nous donner des informations sur quand démarrer un traitement éventuellement biologique, et ça sert bien sûr ensuite pour le suivi du patient
et pour l'adaptation de ces traitements. Alors, comme autre recommandation un peu plus générale, l'arrêt du tabac. Alors ça, c'est valable, je pense, pour tous les rhumatismes. On sait qu'il y a une moindre réponse aux anti-TNF pour la spondylarthrite et le rhumatisme pso qui ont une intoxication tabagique. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Il n'y a pas de régime d'exclusion à faire. Aucun aliment n'est interdit. On conseille plutôt une alimentation, on va dire, variée, type régime méditerranéen. Et on proposera éventuellement à certains patients en surpoids ou en obésité de faire un rééquilibrage alimentaire. Et là aussi, des recommandations récentes ont été émises par la Société française de rhumatologie. Le dépistage des comorbidités, je vous ai dit, c'est important. Obésité, ostéoporose, cardiovasculaire, dépression, anxiété. On prend vraiment le patient dans sa globalité. Et sans oublier l'activité physique qui doit être encouragée. Ça peut être donc de l'activité physique adaptée, des exercices d'auto-rééducation ou de la kiné dans les formes ankylosantes. Alors, pour les traitements, les anti-inflammatoires restent le traitement de référence, en tout cas pour les formes axiales, qu'elles soient radiographiques ou non radiographiques, c'est-à-dire quand elles atteignent la colonne vertébrale et le bassin. Antidouleur, bien sûr. La corticothérapie générale n'est pas justifiée, on fait rarement, enfin même jamais, de bolus comme on peut le faire dans une polyarthrite rhumatoïde de Solimédrol. Par contre, on peut très bien infiltrer une articulation, une anthèse, une dactylite, si elle est isolée pour traiter le patient. Pour les traitements de fond, on va dire conventionnels, donc traitements chimiques, que vous devez connaître, je pense aussi, méthotrexate, sulfasalazine, les flunomides, ce sont des traitements que l'on n'utilise pas dans les formes axiales, tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent pas. Ça n'a aucun effet sur l'atteinte inflammatoire de la colonne vertébrale. Donc clairement, un patient qui a une forme axiale pure, s'il a un anti-inflammatoire et que celui-ci ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, on va aller très vite à un premier traitement biologique, puisque les démarches synthétiques, comme on les appelle ici, ne fonctionnent pas sur l'atteinte axiale. Alors, c'est vrai que l'arsenal thérapeutique s'est pas mal étoffé. Donc, la première grande famille avec laquelle on a quand même beaucoup de recul, plus de 20 ans, ce sont les anti-TNF-alpha, qu'on utilise aussi en gastroentérologie, en dermatologie, donc qui ont une efficacité sur d'autres maladies inflammatoires. Les anti-L17 et les anti-L23. Donc, finalement, là, on a tout un groupe, ce sont ce qu'on appelle les anticytokiniques, des traitements qui sont des anticorps monoclonaux dirigés contre une protéine inflammatoire, en l'occurrence là, donc le TNF, l'interleukine 17 et l'interleukine 23. Et là, je vous ai mis un petit peu à part les anti-JAK kinases. Ce sont des petites molécules, donc font partie des thérapies ciblées. Elles sont aussi puissantes que les anticytokiniques, mais elles sont plus récentes. En tout cas, en France, on les a eues un peu tardivement. Et actuellement, il y a une revue en fait, de la classe concernant la tolérance. Peut-être des petits problèmes de tolérance, une augmentation éventuellement, pour ne pas faire peur aux patients. Il y aurait peut-être des alertes qui commencent quand même à être assez bien documentées sur un surrisque cardiovasculaire avec cette classe thérapeutique et des problèmes aussi de thrombose, embolie pulmonaire, et aussi un signal au niveau des cancers, et en particulier, en tout cas dans la polyarthrite rhumatoïde, plus de cas de cancer du poumon dans le groupe qui a été traité versus le groupe anti-TNF-alpha. Donc, une classe qui, pour l'instant, est en révision concernant la tolérance et que j'ai donc volontairement mise un peu de côté. Alors, ça, je vais passer, parce que je pense que ça apparaît. Donc, ce que je vous disais sur les manifestations axiales, donc colonne vertébrale, bassin. Si vous avez un patient qui a une maladie active qui ne répond pas aux anti-inflammatoires, on va passer à un premier traitement ciblé, un anticytokinique, et en premier lieu, ça sera un anti-TNF-alpha. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de recul, on connaît bien la tolérance de cette classe, qui est plutôt quand même bonne, et aussi parce qu'il existe des biosimilaires, donc des copies beaucoup moins coûteuses que l'original,
Et donc, pour toutes ces raisons, en première indication, on va retenir, sauf contre-indication, mais ce qui est assez rare, un anti-TNF-alpha dans les formes radio ou non radio. Deuxième possibilité, l'anti-IL-17. Alors, l'anti-IL-17, il est actif sur les articulations périphériques et sur la colonne vertébrale. Et pour l'instant, on met de côté les anti-JAK compte tenu de leur profil de tolérance et des questions qu'ils soulèvent. Par contre, donc, si votre patient a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, ou encore des uvéites réfractaires, l'uvéite, c'est la première complication extra-rhumatologique des spondylarthrites, c'est très fréquent. Et bien dans ce cas-là, le meilleur entre guillemets traitement, la meilleure classe, ça reste les anti-TNF-alpha. Et en particulier les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire l'infliximab, l'adalibumab, le golibumab, le certolizumab. Il n'y a que l'étanercept, qui n'est pas un anticorps monoclonal, mais un inhibiteur, un récepteur soluble du TNF, qui lui n'a pas d'efficacité dans les MICI ou dans les UVI, donc il ne sera pas utilisé bien que ce soit un anti-TNF. Si vous avez un patient par contre qui a beaucoup de psoriasis, qui est vraiment très handicapé sur le plan cutané, et bien là on ira plutôt vers les anti-IL-17 qui ont clairement montré leur supériorité par rapport aux anti-TNF-alpha sur la peau, mais pas sur le rhumatisme. Pour le rhumatisme, anti-TNF ou anti-IL-17, on va dire que c'est un peu pareil. Par contre, pour la peau, on a quand même clairement une meilleure efficacité de cette classe anti-IL-17. Quand vous avez un patient avec une atteinte périphérique prédominante, donc ça, c'est typiquement le rhumatisme psoriasique, il a des arthrites, des enthésites, des dactylites, il a un peu mal au dos, donc traitement anti-inflammatoire, gestes locaux. Là, par contre, on peut utiliser, dans les formes peu sévères, du méthotrexate, qui pourra aussi avoir un petit effet sur la peau, pas aussi spectaculaire que les biothérapies, mais quand même. Et vous avez aussi le leflunomide, qui a été commercialisé au départ sous le nom d'Arava, et qui, lui, a une AMM dans le rhumatisme pso, mais qui, par contre, n'a pas beaucoup d'efficacité sur la peau. Donc, clairement, si vous avez un patient avec un rhume pso, mais qui a beaucoup de psoriasis, éventuellement, on pourra peut-être lui proposer du métho, mais on ira peut-être très rapidement sur un premier traitement biologique. Et dans le cas donc d'une atteinte périphérique prédominante, vous avez donc en première ligne toujours les anti-TNF, pour les mêmes raisons que précédemment, les anti-IL-17 et aussi les anti-IL-23, qui sont également très efficaces sur le psoriasis cutané. Donc, échec des traitements conventionnels, atteinte structurale, c'est-à-dire un patient qui a des articulations déjà très abîmées par le rhumatisme, ou manifestation extra-rhumatologique, et bien dans ce cas, on pourra avoir recours à une thérapie ciblée et en général plutôt un anti-TNF ou un anti-IL-17. Pour les patients qui n'auraient que des enthésites ou des dactylites, ce qui est quand même relativement rare, on a bien sûr les traitements symptomatiques, donc anti-inflammatoires, antalgiques, infiltration. Pas de place pour les dimars synthétiques, donc le méthotrexate, le Leflu, la sulfasalazine, tout simplement parce que ça ne marche pas. Et par contre, on a des études qui montrent qu'on a une efficacité des traitements biologiques. Donc, en fonction du caractère invalidant de ces atteintes, on pourra avoir recours à un premier traitement ciblé également chez ce type de patient. Enfin, c'est vrai que la rémission, c'est devenu quelque chose d'accessible. Donc, un patient qui va bien depuis plus de 6 mois, on peut commencer à discuter d'espacer ses traitements, donc ses injections ou ses perfusions. Alors, clairement, on n'arrête jamais brutalement, simplement parce qu'à chaque fois, bien sûr, il y aura une poussée. Ça a été démontré dans les études, mais quel que soit le rhumatisme. Donc, la recommandation, c'est de diminuer soit la posologie, soit d'espacer, soit les injections et les perfusions, et d'essayer de trouver un équilibre entre la tolérance et l'efficacité. Et donc, ça aussi, ça a été prouvé dans une étude récemment où on peut le faire. Et c'est quand même plus facile à faire dans les spondylarthrites que dans la polyarthrite rhumatoïde, où là, on a des rhumatismes qui sont quand même plus compliqués à gérer et pour lesquels l'espacement des traitements est parfois difficile. Mais dans la spondylarthrite, on y arrive relativement fréquemment et les patients même le font d'eux-mêmes. Et quand ils reviennent en consultation, ils me disent bah voilà, ça y est, je fais mon Symphony tous les 3 mois, mon Etanercept tous les 2 mois et ça va bien.
Bon, à partir du moment où ça va bien, moi, je les laisse faire et puis on voit quoi, sur le long terme, mais souvent, ça se passe bien. Voilà, moi, j'en ai fini pour les recommandations sur les spondylarthrites.